Buonasera, è un piacere presentare, insomma, introdurre e soprattutto ascoltare con voi Jacques Rancière, che è uno dei più acuti, originali filosofi della politica contemporanea e dico subito meriterebbe maggiore attenzione anche in Italia, dove pure i suoi libri per fortuna sono pubblicati e tradotti. Non so se sono necessarie note biografiche in presenza dell'autore, le note biografiche a volte sono anche imbarazzanti, ma insomma, dirò solo le cose elementari. È nato all'inizio degli anni 40, quindi era attivo già un po' prima del 68, apparteneva all'area del marxismo critico di quegli anni, però in qualche modo è di quella generazione che dagli eventi del 68 è stata sicuramente toccata in maniera molto significativa e infatti è stato da sempre, diciamo, precocemente coinvolto nei dibattiti intorno alla teoria e alla prassi politica, questo da subito, ma anche con un elemento che spero non si perda, anche se è laterale rispetto al tema della serata, ma non laterale rispetto al tema di Biennale Democrazia. E da sempre anche appassionato d'arte e soprattutto di cinema, credo nei dintorni dei Cahiers du Cinéma, questo straordinario gruppo intellettuale anche creativo francese, e alle connessioni tra arte e politica ha dedicato alcuni dei suoi testi più originali, in particolare intorno a un tema che non a caso coincide con quello di questa edizione di Biennale Democrazia, cioè lo statuto di visibilità, ciò che unisce. Io sintetizzerò delle cose, poi Jacques ha la possibilità di spiegarle meglio. La connessione più vistosa tra la politica e l'arte è proprio questo tema del visibile, del rendere visibile, del mostrare, del rendere percepibile qualcosa che naturalmente è la funzione dell'arte, ma per lui è anche la funzione della politica. La politica è una funzione che si oppone alla politica, alla police. La police è la funzione che mantiene l'ordine e mantiene anche, decide della visibilità o dell'invisibilità, quindi possiamo dire noi dell'esclusione. La politica ha senso in quanto rompe questa esclusione e si propone come elemento di percezione, di sensibilità, di visibilità di ciò che invece viene reso invisibile. Questo è molto interessante. Tra l'altro si manifesta in particolare intorno, diciamo, a una parola che anche in italiano mantiene questo senso almeno doppio, che è manifestazione, no? Manifestazione è la forma, la modalità in cui si esprime il dissenso, lo scarto dalla norma, la critica, ma manifestare ha anche per noi questo significato di mostrare, di rendere visibile qualcosa. Quindi la manifestazione non solo è la modalità del dissenso, ma anche ciò che il dissenso lo rende visibile, quando invece vorrebbe dalla police, da quella funzione poliziesca e diciamo ordinatrice della società, lasciato all'invisibilità. E quindi si incrocia con i temi, con una forte connessione con la coppia di concetti visibile e invisibile che è quest'anno il tema di Biennale Democrazia. Ma la riflessione più nota, non solo in Italia, di Jacques Rancière riguarda l'odio per la democrazia. Questo è il titolo del suo, è un titolo fortunato nel senso, nel doppio questo, non solo perché è un libro molto importante, ma anche proprio il titolo, l'odio per la democrazia, mi sembra un titolo efficacissimo. E la sfida questa sera gli proponiamo a 12 anni il libro è uscito nel 2006 ed è stato tempestivamente tradotto da Antonella Moscati per Cronobio nel 2007, ciò che gli proponiamo stasera è molto audace, cioè andare oltre l'odio per la democrazia, che è l'odio che ha studiato in quel libro veramente molto acuto, anche provocatorio per certi aspetti. Naturalmente inutile sottolineare quanto questa formula dell'odio per la democrazia, oltre ad essere suggestiva o insomma può scandalizzare, risulta, a me sembra, in forme forse leggermente diverse da solo 12-15 anni. Quanto tempo è passato dal 2006? No? 13 anni fa già c'è qualcosa di diverso. L'odio per la democrazia, dice Jacques Rancière, c'è sempre stato. Già questa parola, democrazia, è l'espressione, è un'espressione di odio, perché deriva più dalla descrizione aggressiva di chi la democrazia agli albori della sua storia la disprezzava, deriva più da quello che non dalla rivendicazione. Curioso questo, no? Sapete, esistono parole anche fortunate, tipo impressionismo, che nascono in realtà dall'offesa, da una definizione che vorrebbe essere aggressiva o addirittura insultante nel caso di impressionismo. Democrazia ha un po' la stessa storia, nasce già come odio per quello che contiene, c'è il famoso governo del popolo, poi vedremo
cosa significa. L'odio antico perché dice Rancière, il governo di chiunque, cioè la democrazia, il governo di chiunque è votato, provoca l'odio eterno di coloro che sono in grado di presentare titoli per il governo degli uomini. I titoli sono la nascita, la ricchezza, il sapere. Ecco, per Rancière, e questa è un'idea molto interessante secondo me di democrazia. La democrazia non è un tipo di costituzione, non è una forma di società, è essenzialmente il governo di chi non ha titoli per governare. Cioè la democrazia è il governo di chi non ha titoli familiari o biologici, cioè la nascita, di chi non ha titoli economici, cioè la ricchezza, e di chi non ha titoli culturali, cioè il sapere. Questa è la democrazia. I senza parte li chiama altrove Rancière. La democrazia coincide con la politica da questo punto di vista, è l'azione che strappa continuamente ai governi oligarchici il monopolio della vita pubblica e alla ricchezza l'onnipotenza delle vite. Questa è la democrazia, e questa è un'idea molto interessante, molto attiva, un'idea combattiva di democrazia. E se posso dare un giudizio estetico, visto che è un altro campo, è anche molto bella come idea, questa idea. Qui però irrompe il tema delle elite, parola oggi di larghissimo uso e abuso probabilmente, che era al centro della riflessione di Rancière, di quel libro, appunto L'odio della democrazia, perché nelle post-democrazie l'agire politico diventa un affare per competenti, per persone competenti, preparate, istruite, professionalizzate, una politica sempre più roba da esperti e funzione separata, il potere materiale e simbolico in mano a quelle elite. Rancière le chiama, in punto preciso, le elite raffinate. Altra immagine interessante, anche se comincia a diventare più complicata, più controversa. E quindi in quel libro del 2006 l'odio per la democrazia era sostanzialmente quello delle elite verso il popolo, verso il suo individualismo consumista. È un libro che nasceva da un paio di elementi d'attualità. Una era una discussione sull'istruzione in Francia che c'era in quegli anni, dove appunto si esprimeva questa concezione elitaria, diciamo sprezzante nei confronti diciamo dell'ignoranza giovanile o persino dell'individualismo consumista. Cioè in quel dibattito c'era questo elemento da elite raffinata contro la sottocultura consumista dei ragazzi, il loro disordine, la loro non accettazione. Questa è la prima, e quindi dell'elite verso il popolo, verso il suo individualismo consumista e verso la sua pretesa di sovranità. Questo è molto interessante anche perché, qui mi permetto di leggervi un piccolo frammento, perché questa riflessione era legata a un evento che abbiamo un po' rimosso in tutte queste discussioni su elite, popolo e anche Europa, cioè il referendum europeo della Francia nel maggio, mi sembra, del 2005, quando i francesi votarono contro la Costituzione europea, cioè rifiutarono la Costituzione europea. In un passo di questo libro, che mi permetto di leggervi, Jacques Rancière mostra come lì si esprime qualcosa di complicato, di controverso, oppure no, di semplice, forse proprio l'odio per la democrazia. Nello spirito di coloro che sottoponevano la questione al referendum, scrive, il voto doveva intendersi secondo il senso originario che ha l'elezione in Occidente, come un'approvazione data dal popolo riunito a coloro che sono qualificati per guidarlo. Doveva essere così, anche perché le elite degli esperti di Stato erano unanime nel dire che la questione non si poneva più, che si trattava soltanto di proseguire la logica degli accordi già esistenti e conformi agli interessi di tutti. La maggiore sorpresa del referendum è stata che una maggioranza di votanti ha ritenuto invece che quella questione fosse una vera questione, che essa non dipendesse dall'adesione della popolazione ma anche dalla sovranità del popolo e che solo il popolo potesse rispondere sì o no. Il resto si sa, i no furono mi sembra il 65%. Si sa anche che di questa sciagura, come pure di tutte le difficoltà del consenso, gli oligarchi, i loro scienziati, i loro ideologi hanno trovato subito una spiegazione. Se la scienza non riesce a imporre la sua legittimità è colpa dell'ignoranza, se il progresso non progredisce è colpa dei ritardatari. Una parola continuamente salmodiata da tutti gli esperti riassume questa spiegazione. La sapete la parola qual è? Ormai il populismo. Che in questo termine rientrano tutte le forme di secessione nei confronti del consenso dominante, sia quelle che derivano dall'affermazione democratica, sia quelle che nascono dai fanatismi razziali
e religiosi, altrove appunto da una altrettanto interessante non difesa del populismo, definizione del populismo, quando nota che l'accusa di populismo consente di interpretare ogni movimento che lotta contro la depoliticizzazione come la manifestazione di una frazione retrograda della popolazione. Insomma, avrete capito il tipo di obiezione. Ora, sarà interessante capire, e qui termino e lascio la parola a Jacques Rancière che ha una sua lezione, poi magari alla fine forse qualche cosa cambia con l'emergere negli anni trascorsi di forme di odio, di intolleranza per la democrazia, non contro, ma in nome del popolo, apparentemente in nome del popolo, semmai per schematizzare forme di odio per la democrazia che sono contro le élite, entro ambiti più o meno apertamente populisti, quelle che chiamiamo le democrature, cioè quegli intrecci di democrazie, le famose, famigerate democrazie illiberali, sono tutte forme di contestazione della democrazia fatte in nome del popolo. Oggi a me sembra che l'offensiva sia questa, il potere o almeno il governo sembra in mano al popolo contro le élite raffinate, e non delle élite raffinate contro il popolo come solo pochi. Questo almeno accade da Trump a Orban, e se fate la cartina geografica in mezzo ci stanno altri paesi che non nomino. E questo è il tema, secondo me, bruciante del suo libro, della sua rilettura oggi. In mezzo poi ci sono molte cose bellissime che lui ha fatto e studiato in questi anni, il rapporto tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, tema per noi molto discusso, il tema del sorteggio persino ha affrontato molto efficacemente, e una cosa che trovo veramente bellissima che è la sua attenzione allo spazio pubblico come qualcosa che va strappato, usa spesso la parola strappare, no? E si occupa molto, e penso lo ascolteremo anche, di valorizzare gli elementi di rottura spaziale e temporale che ci sono, le occupazioni, le manifestazioni, le forme di dibattito pubblico, cioè tutti i tentativi, secondo me, di reagire alla democrazia, di ritrovare il senso della democrazia dentro la sua crisi, che è la ragione, credo, per cui siamo tutti qua, per la quale lascio la parola a Jacques Rancière. Ah sì, sì. Vorrei prima ringraziare Marino Sinibaldi per questa bellissima introduzione, ringraziare la Biennale Democrazia per questa gentile invitazione, la traduttrice, perché si dice che tradurmi è una cosa penosa, e voi tutti per essere qui stasera. E adesso parlerò francese. Bon, le titre donné par les organisateurs à ma conférence fait donc référence à ce livre que Marino Sinibaldi a repris, donc je ne vais pas trop m'y attarder. Mon livre donc analysait l'évolution bizarre qui avait suivi dans les pays occidentaux l'effondrement du bloc soviétique. On l'avait d'abord salué comme la chute de l'ennemi de la démocratie, appelé totalitarisme. Et Francis Fukuyama avait célébré alors un triomphe mondial de la démocratie identifié à la fin de l'histoire. Bon, les événements qui ont suivi, un peu partout dans le monde, ont violemment contredit son diagnostic. Et parmi ces évolutions, il y en a une qui m'a paru digne d'un examen particulier. On a vu se développer, en effet, dans des pays qui s'appelaient eux-mêmes des démocraties, une critique virulente de la démocratie. Cette démocratie menaçante, pour eux, c'était une forme de société où l'égalité se caractérisait par le développement de masse d'un individualisme consommateur et narcissique. Cet individualisme démocratique, disait-il, porte en lui un principe totalitaire de destruction de tous les liens sociaux. Et il assure ainsi le triomphe de la seule loi qui reste quand on ruine toutes les autres, à savoir la loi du marché. Donc ces critiques reprenaient même la vieille critique marxiste, dénonçant dans les valeurs de la démocratie la réalité du pouvoir de la marchandise. Mais en réalité, il n'appliquait cette critique ni aux puissances financières, ni à la puissance étatique.
il l'appliquait seulement aux individus démocratiques. En définitive, c'étaient les individus soumis à la loi du marché qu'il rendit responsables du pouvoir de ce marché. Et mieux encore, il trouvait le modèle de cet individu démocratique, complice de la marchandise, chez les militants en lutte contre le pouvoir du marché et de l'État. Ils affirmaient ainsi que les révoltes anti-autoritaires des années 1960 avaient eu pour effet d'affaiblir les structures sociales et symboliques traditionnelles comme la famille, l'école et l'Église, qui étaient seules capables de résister à l'emprise du marché. Ainsi, selon eux, ces révoltes avaient contribué à ce nouveau totalitarisme destructeur des liens sociaux. Donc, dans leur démonstration, les principaux responsables du pouvoir capitaliste étaient les individus qui en souffraient le plus et les militants qui s'y opposaient le plus. Mais cet apparent paradoxe avait sa logique. La dénonciation de ce prétendu totalitarisme démocratique venait à l'appui d'une oligarchie financière et étatique toujours plus puissante et toujours plus désireuse d'effacer toutes les conquêtes des combats égalitaires d'hier. Donc mon livre cherchait à débrouiller l'écheveau de cette construction paradoxale et il cherchait à mettre en évidence, au fond, ce qu'il y avait en son cœur, à savoir une espèce de haine nue de l'égalité, dans laquelle certaines élites intellectuelles communiaient avec les dirigeants de l'économie et de l'État. Bon, parler ce soir au-delà de cette haine, ce sera faire deux choses. Premièrement, ça voudra dire essayer d'analyser ce qui, dans la conception dominante, positive de la démocratie, permet cette haine. Je voudrais montrer, en effet, que les arguments qui soutiennent cette haine sont une variante d'une conception de la démocratie qui est partagée largement par ceux-mêmes qui chantent ses vertus. C'est pourquoi on ne peut se contenter de défendre la démocratie contre ses critiques. Il faut se demander plus précisément ce qu'on entend par la démocratie. Il faut mettre au jour les ambiguïtés et les contradictions internes de la conception dominante de la démocratie. Ensuite, il s'agira, dans un deuxième temps, de proposer une vision de la démocratie qui se tienne au-delà de cette ambiguïté et d'en tirer quelques conséquences. Donc, je commence par le premier point. On définit en général la démocratie comme le gouvernement du peuple à travers les représentants qu'il a choisis. Donc, l'acte par lequel s'effectue ce choix est posé comme la mise en œuvre des deux grands principes, la liberté, que les individus expriment par leur choix, et l'égalité, qui se manifeste dans le fait que tous les suffrages comptent autant et que le nombre seul décide du résultat. Bon, cette vision, qui est largement partagée, pose pourtant deux problèmes majeurs. Le premier concerne la notion de peuple. Présenter la démocratie comme le choix effectué par le peuple, c'est faire comme si le peuple existait avant de choisir. Mais justement, il n'en est rien. Un peuple, comme sujet politique, ce n'est pas une population. Un sujet politique, ce n'est pas la réalité substantielle d'un groupe d'hommes. C'est le résultat d'une construction symbolique de la communauté. Un peuple, c'est l'effet d'institutions et de pratiques et non leur source. Donc ce soir, quand je parlerai moi-même de peuple, il faudra le comprendre ainsi, non pas comme une réalité donnée, mais comme un certain type de peuple construit par telle ou telle pratique ou institution. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de peuples, et en particulier le peuple du système représentatif. Ce n'est pas la population manifestant sa volonté en choisissant des représentants. C'est un type de peuple particulier, le type de peuple spécifiquement formé par ce système représentatif. Bon, ici, l'ambiguïté de la notion de peuple rencontre l'ambiguïté qui concerne la notion de représentation. Bon, on tient toujours pour évident que la représentation, c'est le choix par l'ensemble d'une population d'un nombre limité de représentants. Mais ce n'est pas ça que la représentation voulait dire à l'origine.
l'essence originelle du gouvernement représentatif, son principe originel, ce n'est pas que le grand nombre gouverne par l'intermédiaire du petit nombre, c'est que le grand nombre soit gouverné par le petit nombre de ceux qui sont capables de le faire, parce qu'ils représentent non pas la population, mais la société, mais les intérêts généraux et les valeurs fondamentales de la société. Donc le système représentatif, tel qu'il a été mis en place au XVIIIe siècle, s'affirmait originellement comme l'opposé de la démocratie. De son point de vue, la démocratie, c'était le gouvernement de la masse, le gouvernement des gens incapables de connaître les lois assurant le bon fonctionnement des sociétés. Bon, un des pères fondateurs américains, John Adams, disait ainsi « La démocratie est la notion d'un peuple qui n'a pas de gouvernement du tout ». Donc, dans cette perspective, la démocratie, ce n'est pas seulement le nom d'un mauvais gouvernement, c'est le nom d'une société, ingouvernable. Et on se souvient que le mot de démocratie, Marino Sinibaldi l'a rappelé, ça a d'abord été une insulte par laquelle les aristocrates de l'Athènes antique se moquaient de ce gouvernement des ingouvernables. L'idée de la démocratie comme forme de gouvernement est née en même temps que l'idée de l'homme démocratique comme animal incapable de se gouverner et donc incapable de gouverner. Dès le début, les antidémocrates ont donné deux raisons de cette incapacité de l'homme démocratique. Deux raisons à la fois contradictoires et complémentaires. D'un côté, dans cette logique, le peuple est une masse compacte et stupide. De l'autre, c'est une collection d'individus qui suivent seulement leur bon plaisir individuel. Ce sont les deux images qu'en donne Platon. D'un côté, le peuple démocratique, c'est le gros animal ignorant et stupide qui, dit-il, applaudit ou grogne, selon que les orateurs le caressent ou non dans le bon sens. De l'autre côté, l'homme démocratique, toujours pour Platon, c'est l'individu qui ne s'occupe que de son bon plaisir, qui ne peut renoncer à aucune sorte de plaisir et se soumettre à aucune discipline. Donc l'homme démocratique, on peut dire originellement, est considéré comme l'homme rebelle à toute forme de bon gouvernement, l'homme incapable de choisir, soit parce que, en tant que masse, il n'a pas l'intelligence pour choisir, soit parce que, en tant qu'individu, avide de jouissances variées, il est incapable de renoncer à aucune des options entre lesquelles il faut choisir. C'est pour ça, selon Platon, que la démocratie est le gouvernement du hasard. C'est comme cela qu'il appelle, disons, le principe démocratique que les citoyens tirent au sort les magistrats auxquels ils confient pour un temps les tâches du gouvernement. Ça veut dire que démocratie et élection sont alors clairement pensées comme deux notions contradictoires. Et au XVIIIe siècle encore, l'élection est considérée comme le principe du gouvernement aristocratique opposé au principe démocratique qui est le tirage au sort. Donc le système représentatif moderne s'est construit d'abord contre une démocratie pensée sous les deux formes de la masse stupide, incapable de choisir, et de l'individu égoïste, incapable de s'imposer un sacrifice. Donc, dans ce système, en fait, les représentants ne sont pas choisis par la masse de la population. Ils se choisissent entre eux. Ils se choisissent au sein de la classe sociale, seule capable d'identifier ses intérêts avec les intérêts généraux de la société, c'est-à-dire, à l'époque, la classe des propriétaires éclairés ou supposés éclairés. C'est pour ça que, face à cette logique aristocratique de la représentation, la démocratie a d'abord été manifestée dans les révolutions des XVIIIe et XIXe siècles sous la forme de pouvoirs ou d'institutions alternatives comme les clubs, les sociétés populaires et les manifestations populaires. Ceux-ci exerçaient un pouvoir de pression et de contrôle sur la représentation. Et ils se constituaient ainsi finalement comme un autre peuple. Ce combat entre le peuple démocratique et le peuple de la représentation a traversé les révolutions de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. Il a abouti à la victoire du second, au prix de répressions sanglantes, mais aussi il a abouti à l'instauration
d'une forme de représentation élargie, celle du suffrage universel. Bon, celui-ci a pris la forme d'un compromis entre les deux pouvoirs. Mais ce compromis, en fait, a brouillé le sens des notions de peuple, de représentation et de démocratie. Parce que les deux notions contradictoires, représentation et démocratie, ont été assimilées l'une à l'autre. À ce moment-là, la démocratie a été identifiée au mécanisme électoral et celui-ci a été repensé comme le mécanisme par lequel le peuple, c'est-à-dire la population globale, délègue son pouvoir à des représentants. Bon, en un premier temps, ces représentants, c'était pour l'essentiel les membres des classes dites représentatives, comme ce que je disais plus haut, et puis avec la stabilisation du système électoral, disons, c'est devenu un groupe spécifique de professionnels du pouvoir qui est en fait devenu une partie de la machine étatique. Bon, en conséquence, l'idée d'un contrôle démocratique de la représentation a été effacée. Elle a été ramenée au choix exercé par la majorité des électeurs au profit de telle ou telle des fractions concurrentes de la classe des professionnels du gouvernement. Mais c'est ça, peut dire, le peuple spécifique inventé par le système représentatif. Bon, c'est donc un peuple contradictoire. D'un côté, un peuple substantiel, identifié à la population existante. De l'autre, un peuple évanescent, dont l'existence tient seulement au geste par lequel il renonce à tout pouvoir propre au profit de la classe des représentants. Le problème, c'est qu'on a donné à ce système contradictoire le nom de démocratie et qu'on a identifié cette contradiction à la contradiction de la démocratie. Bon, dans un premier temps, cette contradiction a été vécue un peu sous la forme traditionnelle inaugurée par Platon, c'est-à-dire qu'on dénonçait un peuple ingouvernable parce que d'un côté, c'était une masse stupide, de l'autre, une collection d'individus égoïstes. Bon, cette vision traditionnelle, donc, qui remonte à l'Antiquité, a été renouvelée au XIXe siècle par des théories nouvelles. D'un côté, la psychologie des foules de Gustave Le Bon assimilait les mouvements révolutionnaires au déchaînement de masses avides et brutales, conduites par des meneurs. De l'autre côté, les analyses de Tocqueville montraient la liberté menacée par la torpeur d'une société démocratique, égalitaire, d'individus préoccupés de petites jouissances mesquines. Et puis, cette vision classique s'est trouvée redoublée par la critique marxiste. La critique marxiste a prétendu prendre les choses dans l'autre sens en dénonçant la démocratie formelle comme l'illusion du choix libre et égal, derrière laquelle se tenait la réalité solide de l'intérêt privé. Mais au fond, cette critique reposait elle-même sur la même identification entre démocratie et représentation. Et elle confirmait à sa manière la vision officielle de la démocratie comme expression d'une forme de société. À partir de là, donc, on peut comprendre cette convergence qui structure cette haine de la démocratie que j'avais essayé d'analyser. En effet, cette haine conjoint les trois formes possibles de critique de la démocratie. La critique marxiste, qui montre le pouvoir du marché derrière les illusions de la démocratie formelle, la vision tocquevillienne d'une société démocratique portant en elle-même le germe de sa désintégration, et la vision des foules déchaînées par des meneurs. C'est ainsi que, disons, certains intellectuels français, en 2005, ont pu identifier les émeutes des jeunes de la banlieue parisienne au déchaînement d'une foule de consommateurs avides des richesses capitalistes qu'ils voyaient à la télévision, en même temps que fanatisés par les propagandistes islamistes. Mais je crois que cette configuration idéologique spécifique n'est qu'une forme particulière de l'équivoque fondamental, celle qui identifie l'exercice du pouvoir du peuple avec le choix des représentants par les individus composant une population donnée. Une telle identification fait quasi automatiquement de la démocratie une idée mensongère, en montrant ce pouvoir du peuple de plus en plus dénié par la réalité. Et bon, c'est bien ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays, en tout cas dans le mien. Ces pays s'appellent eux-mêmes des démocraties,
comme si le pouvoir du peuple c'était identique à la vie même d'un territoire. Mais en même temps, ce pouvoir du peuple est partout dénié. Nous sommes gouvernés par une classe de professionnels qui, pour l'essentiel, s'auto-recrutent. Cette classe gouverne dans une symbiose de plus en plus étroite avec les puissances financières qui gouvernent la planète. La vie parlementaire est de plus en plus intégrée au fonctionnement de l'État. L'État fait lui-même les lois, alors qu'il ne devrait, selon la logique parlementaire, qu'exécuter des lois faites par les représentants du peuple. Le pouvoir d'État n'est plus entravé par l'action des contre-pouvoirs que représentaient dans le passé les organisations ouvrières. Il a pour l'essentiel domestiqué et intégré à sa sphère le pouvoir de l'opinion. Donc l'État s'est approprié le monopole de la vie publique et il a fait de l'élection la situation quasiment unique autour de laquelle prend figure un pouvoir du peuple. Or, comme ce pouvoir est essentiellement devenu un pouvoir de renonciation, lui-même, disons, un pouvoir de renonciation qui confirme le monopole étatique. Or, et en même temps, disons, il n'y a pas de contrôle sur l'action des représentants, et puis ceux qui gouvernent au nom de la majorité ne sont eux-mêmes élus le plus souvent que par une minorité. Le résultat, c'est que le système représentatif crée par lui-même sa contradiction. Par son fonctionnement même, il crée la place plus ou moins mythique d'un peuple qui devrait être représenté et qui ne l'est pas. Du même coup, il crée la place de ceux qui vont se présenter comme les vrais représentants, la voix authentique du peuple d'en bas, non représenté ou trahi. Donc ce peuple, du coup, se trouve substantialisé. On lui donne le corps d'un vrai peuple, un peuple charnel, des profondeurs, méprisé et trahi par les élites. En dernière instance, pourtant, ce qui va donner son expression à ce peuple, c'est moins la dénonciation des élites que la dénonciation de ces étrangers et migrants qui envahissent le territoire du peuple de nos pays. Le vrai peuple prend alors la figure d'une ethnie menacée à préserver. Nous connaissons bien ce processus, on lui a donné le nom de populisme, mais ce nom est lui-même équivoque. Il substantialise un mécanisme qui est en fait produit par la mécanique représentative elle-même, qui produit d'elle-même en quelque sorte son autre, ce vrai peuple qui serait représenté par ses vrais représentants. Je crois donc nécessaire de défaire aussi l'équivoque contenu dans la notion de populisme. On parle aujourd'hui beaucoup de gouvernements populistes pour désigner simplement des gouvernements autoritaires, de même qu'on parle de libéralisme pour désigner l'ordre contraignant qui soumet tous les aspects de la vie à la loi du profit. Les gouvernements dits populistes sont simplement des gouvernements autoritaires qui veulent enfermer toute vie publique dans la sphère de l'État. Et ces gouvernements ne font que radicaliser une tendance aujourd'hui présente dans tous nos États. Ceux-ci ne cessent d'étendre leurs prérogatives et leurs moyens de répression. Le mot de populisme, alors, sert à faire porter à un fantasmatique peuple d'en bas ce renforcement continu des pouvoirs de nos États. Il sert, au fond, à transformer la radicalisation des formes de la domination en une expression fantasmatique d'un désir profond des dominés. Aller au-delà de la haine de la démocratie, c'est alors autre chose que d'opposer ses vertus aux critiques. C'est déconstruire le système d'évidence conceptuelle qui fonde sa vision dominante et qui autorise toutes ces ambiguïtés et toutes ces confiscations. Ce système d'évidence consensuelle tient en trois choses, je crois. Premièrement, la substantialisation du peuple, qui identifie le peuple politique avec la population empirique. Deuxièmement, l'identification du pouvoir du peuple avec le mécanisme de la représentation. Troisièmement, la vision qui identifie l'acte démocratique à l'acte de choisir. Mais critiquer ces présupposés, pour moi, ça n'est pas renvoyer à la manière marxiste de l'apparence du peuple à une réalité profonde cachée derrière. Les prétendues apparences sont des réalités. Le système représentatif est une puissance effective qui crée un certain type de peuple. Et si la démocratie a un sens, c'est celui de la création d'un autre type de peuple,
Un peuple qui n'est pas censé être donné, préexistant, mais qui n'existe que comme résultat de l'exercice d'un certain type de pouvoir. Il faut dire alors de la démocratie qu'elle n'est ni une forme de société, ni une forme d'État. Elle n'est pas une réalité substantielle, elle est une pratique, l'exercice d'un certain type de pouvoir. Ce pouvoir, ce n'est pas le pouvoir appartenant à la population en tant que telle, pas non plus le pouvoir du plus grand nombre ou des plus pauvres. Ce pouvoir, il n'est pas caractérisé par le nombre ou par la nature de ceux qui l'exercent, mais par la modalité de cet exercice. Je le définirais dans sa plus grande généralité comme le pouvoir de ceux qui agissent collectivement en tant qu'égaux. Bon, cette définition semble anodine, mais il faut s'arrêter sur ses implications. Et d'abord sur le « en tant qu'égaux ». C'est ça, en effet, qui a été le scandale initial qui a fait inventer le nom de démocratie comme une insulte. La démocratie, c'est le pouvoir spécifiquement exercé, Marino Sinibaldi le rappelait, par ceux qui n'ont aucune qualité spécifique à exercer le pouvoir. Plus précisément, par ceux qui n'ont aucune capacité à exercer le pouvoir comme on l'entend habituellement, à savoir comme marque d'une supériorité qu'un groupe donné possède et qu'il exerce sur ceux et celles qui en sont privés. Pouvoir des riches sur les pauvres, des nobles sur les gens vulgaires, des savants sur les ignorants, etc. La démocratie est le pouvoir spécifique que peuvent exercer ensemble ceux qui n'ont aucun titre à dominer les autres. Bon, il est vrai que ce pouvoir, initialement, si on remonte à l'Antiquité, a été défini d'abord de manière restrictive. On l'a souvent souligné. La démocratie athénienne était un pouvoir du peuple limité en fait à une partie minoritaire de la population globale. Et ce sont les révolutions modernes qui ont déplacé cette idée du pouvoir démocratique en faisant d'abord une forme et une sphère d'exercice. Les révolutions modernes ont développé, on peut dire, une vision militante, faisant de la démocratie une pratique et non pas un État. Lors de la Révolution de 1848 en France, on a vu se développer une distinction intéressante entre trois formes de république. Il y avait la République tout court, la République démocratique et enfin la République démocratique et sociale. La République tout court, c'était la République comme forme d'État. La République telle que la concevaient les royalistes, qui pensaient bien la confisquer. La République démocratique, c'était la République où pouvait se développer une sphère d'activité publique différente de la première. C'était la République des clubs et des sociétés populaires qui exerçaient le pouvoir de pression et de contrôle des égaux assemblés. Quant à la République démocratique et sociale, c'était celle où l'égalité était réalisée non pas seulement dans les institutions publiques, mais dans les formes mêmes du travail et de la vie économique, notamment à travers les corporations ouvrières et les associations ouvrières de production. Donc la démocratie ainsi conçue n'était pas une forme de gouvernement, mais une forme d'action créant une forme spécifique de vie publique et, en conséquence, une forme de peuple différente. C'était une activité créant des espaces où s'exerce un pouvoir des égaux comme égaux. Des espaces donc où pensent, parlent et agissent comme acteurs publics celles et ceux qui ne sont pas les acteurs de la vie publique officielle, celles et ceux à qui cette sphère officielle ne reconnaît pas normalement la capacité de penser et de décider des affaires communes. Mais c'était aussi des espaces brouillant la division officielle du public et du privé, en donnant un caractère public à la sphère des rapports de travail. C'est ainsi que la notion de démocratie s'est liée historiquement à celle d'émancipation sociale. L'émancipation sociale, qu'est-ce que c'est? C'est le mouvement par lequel ceux et celles qui étaient enfermés dans le monde du travail et de la vie immédiate, on peut dire les invisibles, se sont donné la capacité qu'on leur refusait, celle de penser et d'agir au grand jour, comme les participants de plein droit d'un monde commun. Il y a deux points là que je voudrais souligner. D'abord, le mot « action ». Je crois en effet qu'il faut remettre en question la conception qui, au fond, ramène la liberté démocratique à l'idée de choix.
Bon, cette identification de la liberté à la simple forme du choix, bon, je pense qu'elle est liée moins aux doctrines philosophiques du libre arbitre qu'aux contraintes de comportement imposées par la civilisation marchande. Bon, on entend toujours dénoncer les pratiques de propagande électorale menées sur le modèle de la publicité marchande. Mais bon, c'est dans la conception même du choix, une certaine conception du choix, que réside déjà la captation de la liberté dans les filets de cette raison marchande. C'est à partir du modèle économique de la concurrence que la liberté s'est trouvée réduite au pouvoir de choisir entre diverses options. Et du coup, la conscience politique a été identifiée à la capacité d'analyser toutes les options pour faire le meilleur choix. Et pourtant, nous le savons, ni l'analyse de tous les arguments développés par les programmes électoraux, ni la lecture de tous les commentaires des consommateurs sur Internet sur un produit, disons, ne garantiront jamais une décision libre et éclairée quant au candidat à choisir ou au produit à commander. Si la liberté a un lieu privilégié, ce n'est pas celui du choix, mais celui de la persistance par rapport à une décision, et plus encore de la persistance par rapport à une ligne de conduite, à une maxime d'action. La liberté démocratique a lieu là où un collectif s'efforce d'agir en tant que collectif d'égaux. C'est-à-dire là où l'égalité a sa réalité dans l'action même, qui ne la considère ni comme une donnée acquise, ni comme un but à atteindre, mais comme le développement d'un pouvoir autonome. La liberté et l'égalité démocratique existent comme les modalités d'une action. Bon, ce premier point se lie à un second. La démocratie n'existe pas comme la réalisation d'une propriété commune. Elle existe comme l'action polémique qui construit le peuple des égaux, comme un peuple spécifique, une forme de peuple opposée à une autre. Cette action polémique, ce n'est pas simplement un combat entre des forces opposées, c'est plus encore un conflit entre des mondes incompatibles. Elle fait exister en effet un monde spécifique, le monde où la capacité de tous existe et se vérifie. Et elle le fait à l'encontre d'un monde normal, un monde consensuel, où les capacités et les rôles sont bien distribués, où il y a d'un côté ceux qui sont capables de s'occuper des affaires publiques et de l'autre la masse de ceux et celles qui sont seulement capables de s'occuper de leurs affaires privées. La démocratie moderne a d'abord été la lutte contre cette séparation des mondes, la lutte de celles et ceux qui étaient rejetés dans l'obscurité de la sphère du travail et de la reproduction pour exister comme participants d'un monde commun et acteurs de la vie publique. Bon, j'évoquais tout à l'heure ces contre-pouvoirs que représentaient dans le passé les organisations ouvrières et révolutionnaires. Mais ces contre-pouvoirs, ça n'était pas seulement l'expression de forces sociales opposées à celles qui détenaient le pouvoir d'État. C'était des mondes alternatifs, c'était des réseaux de pratiques et d'institutions au sein desquels des hommes et des femmes, normalement voués à la seule vie du travail et du foyer, se transformaient en acteurs et en organisateurs d'une vie publique alternative. C'était aussi un monde où la capacité de tous existait pas seulement sur une scène politique bien délimitée, mais dans l'ensemble des formes de la vie. La démocratie a son sens, je crois, là où elle est une force créatrice de monde, quand elle est l'action par laquelle ceux qui agissent ensemble en tant qu'égaux créent un monde commun, alternatif à celui qui est organisé par les forces de l'exploitation et de la domination. Je crois que c'est ce que nous rappellent ces formes d'action qui se sont développées durant la dernière décennie, depuis les printemps arabes jusqu'au mouvement récent de Nuit debout ou des Gilets jaunes, en passant par les rassemblements qui ont occupé les rues de Madrid ou de Kiev, de New York ou d'Istanbul, d'Athènes, de Hong Kong et de bien d'autres villes autour du monde. Ces mouvements sont d'abord caractérisés par un écart par rapport à des figures de peuple qu'on pourrait dire des figures normales. Par exemple, ces figures normales, c'est par exemple la masse supposée résignée et fataliste et accoutumée au pouvoir des dictateurs,
À quoi s'est opposé le courage des foules insurgées de Tunisie ou d'Égypte il y a 8 ans, ou aujourd'hui du peuple algérien? Ou bien c'est le peuple représenté auquel se sont opposés les occupants de la Plaza del Sol à Madrid en disant aux candidats en campagne électorale « vous ne nous représentez pas ». Ou encore le peuple normal, c'est le peuple revendicatif qui défile rituellement dans les rues. Et à ça s'est opposé à New York en septembre 2011 la décision d'une partie des manifestants qui ont décidé de rester sur place au lieu de marcher et de s'assembler pour discuter entre eux au lieu de crier des slogans dans la rue contre le gouvernement. La signification globale de ces écarts peut se résumer dans le mot d'ordre des occupants de la Plaza del Sol à Madrid. Démocratie réelle maintenant. La démocratie réelle, il faut bien voir ce que ça veut dire. Ce n'est pas simplement cette démocratie directe qu'on oppose classiquement à la démocratie dite représentative, en disant que c'était bon pour les petites cités grecques ou les petites républiques suisses d'antan, mais que ce n'est pas adapté aux grands pays modernes. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité et de modalité. La démocratie réelle, c'est d'abord un autre usage des lieux et des temps, qui implique aussi une autre répartition des capacités. Et c'est ce qu'indique la place prise par la forme de l'occupation, donc dans les mouvements démocratiques récents. Donc, un lien très fort s'est affirmé au fond entre la démocratie et le fait de l'occupation. L'occupation, ce n'est pas simplement la prise de possession d'un lieu. C'est l'acte qui détourne ce lieu de sa destination normale. Une rue ou une place occupée, c'est un lieu qui est soustrait à sa destination normale, qui est la circulation des gens, des voitures et des marchandises. Or, cette rue, la rue à la place occupée, s'est transformée en un lieu de discussion et de décision politique, en même temps qu'un lieu de vie, c'est-à-dire le lieu d'un quotidien réinventé. Et la réaffectation d'un lieu, c'est aussi la construction d'une autre temporalité. Une occupation, dans le sens habituel du mot, c'est une manière d'employer son temps, une façon de s'inscrire dans un ordre du monde où chacun est à sa place. Dans la République hiérarchique de Platon, les ouvriers n'ont pas le temps de faire autre chose que leur travail, car, dit-il, le travail n'attend pas. Ils n'ont que le temps de leur affaire privée et pas celui de s'occuper des affaires communes. Donc l'occupation comme acte collectif subversif, c'est en quelque sorte une contre-occupation. C'est une manière de subvertir l'ordre des occupations qui définit normalement ce que les gens peuvent faire en fonction du lieu qu'ils occupent dans la société et du temps dont ils disposent. Dans le passé, l'occupation des usines comme forme de lutte ouvrière, ce n'était pas simplement une arme de négociation dans un conflit de force, c'était aussi l'instauration d'un conflit de monde. Le lieu d'exercice d'une domination devenait un lieu d'exercice d'une liberté collective. Le lieu du travail devenait un lieu d'assemblée et de vie. Il devenait la cellule d'un monde où le travail n'était plus simplement le moyen de gagner sa vie au prix d'un assujettissement, mais l'effectuation d'une capacité de tous au service de tous. L'occupation des places s'inscrit dans cette tradition de contre-occupation, comme en témoigne la déclaration en forme de jeu de mots inscrite sur une pancarte brandie par un participant au mouvement Occupy Wall Street. La pancarte disait « Lost a job, found an occupation ». Mais bien sûr, cette continuité révélait en même temps un écart. L'occupation, comme action collective, prenait pour un individu la place du travail perdu comme occupation individuelle. Mais l'occupation n'est plus la subversion collective du lieu du travail. L'occupation actuelle n'a plus ce lieu de l'usine où le conflit des forces se faisait conflit des mondes. Elle est orpheline aussi de ce sujet ouvrier qui n'était pas simplement une force sociale, mais aussi un peuple alternatif en formation. Les usines où ce peuple se constituait ont été détruites, envoyées à l'autre bout du monde, et ses occupants ont été dispersés. L'occupation d'aujourd'hui, donc, n'est plus la transformation, ça se produit à côté.
Ce n'est plus la transformation d'un lieu de domination subie en un lieu d'un pouvoir affirmé. Elle a adopté la forme de la sécession. Elle s'installe à côté des espaces de la domination pour y affirmer l'exigence d'un peuple à réinventer. Bon, on sait que ça a pris deux grandes formes dans les mouvements d'occupation des 10 dernières années. Les assemblées qui opposaient à la représentation officielle leur horizontalité, la parole donnée à n'importe qui, le temps de parole égal pour tous, la recherche de l'accord de tous, plutôt que la domination d'une majorité. Et puis à côté, il y avait ces tentes qui cherchaient en même temps à organiser et à symboliser une forme de vie à l'écart de celle que le capitalisme absolutisé reproduit quotidiennement. Mais l'occupation ouvrière d'hier liait un conflit de force sur le lieu même de la production économique avec un conflit entre deux mondes. L'occupation pratiquée sur les places des grandes villes a tendu, elle, à devenir une forme de symbolisation globale d'un conflit de mondes, comme en témoignent ces mots d'ordre du mouvement Occupy Wall Street, qui étendait à l'infini le sens du mot « occupé ». Il y avait ainsi « Occupy Language »,« Occupy Imagination »,« Occupy Love » et finalement « Occupy Everything ». Pour penser la leçon de ces mouvements, je crois qu'il faut sortir de l'opposition classique entre les mouvements spontanés et éphémères et les stratégies à long terme. Ici encore, je crois que les appréciations quantitatives masquent la différence fondamentale qui est qualitative. Ces moments dits éphémères sont des moments où s'interrompt un cours normal du temps, qui est celui de la reproduction de l'ordre existant. Selon l'étymologie même du mot momentum, un moment, c'est autre chose qu'un court laps de temps. C'est une force créatrice de mouvement. Et l'histoire de la démocratie, c'est le résultat de la puissance de moments qui ont duré parfois quelques jours, parfois des mois, parfois des années. Et ces moments ont été marqués par une double rupture du cours normal du temps. D'un côté, ils ont ralenti le temps. Ils ont créé des plages de suspens et de réflexion, interrompant la logique contraignante des occupations habituelles. De l'autre, ils ont accéléré le temps en créant des occasions d'action inédites, en raccourcissant le temps, séparant la pensée de l'action et séparant l'action de son effet. De tels moments ont permis des formes inédites de démocratie vivante, des formes de manifestation d'une capacité de tous qui reste invisible dans le temps normal, qui est le temps organisé par la domination. Ils ont créé des dynamiques et des traditions hétérogènes par rapport au temps de la domination. Et la vie démocratique existe comme l'effet prolongé de ces moments de rupture. Donc, l'opposition entre le temps court, des moments d'effervescence collective, et le temps structuré, et disons, le temps long de l'action stratégique, cache l'opposition plus fondamentale entre le temps propre de l'action démocratique et le temps structuré par les forces de la domination. C'est vrai que dans les mouvements récents, cette opposition a pris la forme de la sécession. Il y avait en quelque sorte le peuple d'une démocratie agissante qui installait ses tentes et ses assemblées à côté des sièges des institutions financières ou gouvernementales. Mais je crois qu'il est vain d'opposer à cette sécession le réalisme supposé d'une action stratégique. Parce que le primat de cette forme sécession dans les mouvements démocratiques récents ne tient pas à un manque de stratégie de leurs acteurs. Elle tient au fait que, on peut dire, les repères intellectuels et les forces sociales sur lesquelles se fondait la vision dite stratégique se sont effondrés. La faillite des États dits communistes a enlevé à l'action révolutionnaire l'évidence de son but. La destruction des classes ouvrières et des institutions sociales lui a enlevé la force sur laquelle elle s'appuyait. Donc, on peut dire que le conflit entre un monde de l'égalité et un monde de l'inégalité ne peut plus coïncider avec un conflit de force sociale définie. Il est amené à se présenter à part, à côté, dans une sorte de pureté qui est effectivement un peu une sorte de solitude. Mais l'inviter à renoncer à cette pureté pour sortir de cette solitude, c'est simplement l'inviter à renoncer à sa singularité, l'inviter à disparaître dans son contraire, dans un système représentatif qui est
aujourd'hui entièrement incorporés à la puissance étatique et à la domination oligarchique. Donc, je crois que si le mouvement démocratique doit s'inscrire dans la durée, ce ne peut être que sur la base de son autonomie. Cette autonomie, ce n'est pas celle d'une force sociale déterminée, mais d'une forme d'action et d'une manière de faire monde, l'action des égaux en tant qu'égaux. Bon, ça implique que le mouvement démocratique se définisse par ses formes, ses institutions et sa temporalité propre. L'égalité ne fait pas monde de la même manière que l'inégalité. Bon, dans le passé, cette dissymétrie a été plus ou moins dissimulée par la vision d'un mouvement de l'histoire au sein duquel le capitalisme produisait les conditions de sa propre destruction, donc l'inégalité, disons, en quelque sorte, préparait le monde à venir de l'égalité. Bon, la déroute de cette vision nous oblige à percevoir que l'histoire de l'égalité est un processus autonome. Et la première condition, donc, pour les forces qui la portent, est d'assurer leur autonomie par rapport aux machines du pouvoir. Ça ne veut pas dire que la démocratie ne consiste qu'en quelques moments éphémères, mais ça veut dire qu'elle a son temps à elle, qu'elle doit maintenir l'écart de ce temps propre par rapport à la temporalité des agendas étatiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut se désintéresser de ce qui se passe du côté de la machine étatique et des institutions représentatives. Mais ça veut dire que l'action, à cet égard, doit être guidée par le principe démocratique d'une présupposition d'une capacité de tous. Elle doit être guidée par ce principe pour distinguer ses objectifs et ses formes d'action et d'organisation de celles des appareils simplement conçus pour la prise et la gestion du pouvoir d'État. Donc, il est parfaitement possible de lutter pour des transformations du système représentatif, donc, à l'encontre d'un certain marxisme qui faisait de ce système une simple apparence opposée à une démocratie réelle à venir. Le système représentatif, encore une fois, n'est pas une apparence, c'est une réalité solide. La démocratie, elle, n'est pas un État, mais une pratique susceptible de transformer cette réalité. Bon, dans la haine de la démocratie, j'ai rappelé quelques-unes des mesures par lesquelles le système représentatif pourrait être transformé dans un sens démocratique, par le recours au tirage au sort, la limitation de la durée des mandats, le non-renouvellement des élus, l'interdiction des cumuls, des institutions contrôlant l'action des élus. Mais il faut bien voir le sens de ces mesures. Ce ne sont pas des recettes qui garantiraient par elles-mêmes la bonne santé d'une démocratie identifiée à une forme d'État. Il s'agit de restrictions et de formes de contrôle imposées par l'action démocratique à la logique représentative, qui confie la gestion des affaires communes à une classe de professionnels. Donc ces mesures prennent sens dans la mesure où elles sont portées par une force extérieure à cette vie politique professionnalisée. Ce sont d'abord donc l'existence et la dynamique autonome de cette force qui exerce le contrôle démocratique et non pas telle ou telle recette constitutionnelle. Donc le premier problème pour la démocratie est celui du développement de sa puissance propre, autonome, par rapport à cette machine étatique. C'est cette question, je crois, qui a été au cœur des tentatives les plus intéressantes ces dernières années de tirer les leçons du mouvement des places occupées. Dans cette tentative, on a d'abord pensé l'inscription du mouvement dans la durée comme un développement de sa capacité à faire monde. Ça voulait dire s'appliquer à recréer autrement les formes de ce tissu social égalitaire déchiré par l'offensive du capitalisme absolutisé, par la multiplication de formes de solidarité et de vie collective surmontant la séparation entre les formes, entre les sphères d'activité et notamment la séparation entre le politique et l'économique. Bon, je pense notamment à cette forme des espaces sociaux libres qui a pris une importance toute particulière dans certains mouvements démocratiques récents et notamment en Grèce. En Grèce parce qu'en Grèce, la destruction des structures collectives imposées par les puissances financières a suscité la création d'un grand nombre de structures alternatives en matière de production, de consommation, de santé ou d'éducation. Et bon, bien sûr, ces structures ont d'abord répondu aux situations de détresse créées par les exigences de l'Union européenne.
donc en procurant abri, nourriture, soins médicaux, éducation ou culture à ceux qui en étaient privés par la destruction programmée des services publics. Mais disons, les militants qui ont créé dispensaires, restaurants communautaires, coopératives ou écoles, pour y remédier, ont insisté sur le fait que ce n'était pas simplement une question de répondre à des situations d'urgence. La question était de créer des nouvelles manières d'être, de penser et d'agir en commun. C'est pourquoi ils ont appelé ceux qui bénéficiaient de ces structures à devenir des acteurs de sa gestion. Ça implique aussi un rôle spécifique donné à la démocratie directe, où le problème n'est pas comme dans les assemblées des places occupées, disons d'une espèce d'expression symbolique du pouvoir de tous, où chacun a droit à la parole pendant 3 minutes. En l'occurrence, la démocratie directe, elle est destinée à la prise de décisions concrètes dans la gestion de ces structures. L'espace social libre est alors une forme de mise en commun qui met en question la séparation entre les sphères d'activité, production matérielle, échange économique, prestations sociales, production intellectuelle, performance artistique, action politique, etc. Elle met du même coup aussi en question, je crois, les oppositions entre les nécessités du présent et les utopies du futur, ou entre la dure réalité économique et sociale et le luxe de la pratique démocratique. De cette façon, je crois qu'une forme d'action politique tend à être, ou essaye d'être en même temps, la cellule d'une autre forme de vie, non pas un instrument pour une émancipation toujours à venir, mais un processus d'invention, de formes d'action, de pensée et de vie, où dès à présent l'égalité se nourrit de l'égalité. Je crois en effet que la situation présente nous oblige à assumer le fait que la démocratie n'est pas une donnée, mais un processus. C'est un processus d'invention continue de formes d'exercice de la capacité de tous. L'histoire de l'égalité, je le disais tout à l'heure, est une histoire propre, une histoire faite de moments singuliers et d'institutions alternatives où cette capacité a trouvé à manifester sa puissance propre. Ce processus, bien sûr, est toujours menacé d'être absorbé par les puissances d'une réalité qui est la réalité de la domination. Mais c'est pourquoi, je crois, son réalisme propre doit d'abord consister non pas à se soumettre à cette réalité, mais doit d'abord consister à maintenir sa singularité. Merci de votre patience. Come avete sentito, argomenti molto intensi e anche risposte molto originali, non so quanto condivise da tutti, e questo fa parte, Jacques Rancière, del dibattito democratico, no? Io non so, abbiamo 10 minuti, 15 minuti, anche se l'intensità di quello che abbiamo ascoltato, non so se vi lascia domande. Se ci sono domande brevi e intelligenti, però devono essere brevi che intelligenti, è molto difficile. Anche brevi e stupidi? No, brevi. Ci sono? Perché il campo di riflessione... Intelligente. Il campo di amicheggiare è molto vasto, no? Per cui capisco che... Sì. Diciamo, chi c'è? No. Ecco, ok. Vado? Finora è breve. Sì, volevo sapere il suo punto di vista su 2 argomentazioni avverse alla democrazia che circolano nel dibattito pubblico in Italia e non solo. La prima, la scienza non può essere democratica, dobbiamo prendere atto che le 2 culture non si ricomporranno più perché la scienza è diventata troppo tecnica. La seconda, ma anche la politica chiede una sua tecnicità e quindi il popolo non può esercitarla. Je crois que la politique, disons, a affaire à des techniques. Cela dit, je ne pense pas que les gens qui nous dirigent aient vraiment la connaissance eux-mêmes, la connaissance des mécanismes, disons, techniques très compliqués, disons, de l'économie, eux-mêmes la connaissance véritablement scientifique.
Donc, je crois que je me souviens, disons, de cette... disons, l'argument était déjà donné à l'époque d'Aristote. Je me souviens qu'Aristote, on disait bon, à l'époque, on peut quand même pas, disons, confier, au peuple, au premier venu, la direction des armées ou bien la construction des édifices publics. Et Aristote répondait, oui, peut-être qu'on ne peut pas confier, disons, à n'importe qui dans le peuple, dans la population, la construction des vaisseaux ou la construction des vaisseaux, la construction des édifices ou la conduite des armées. Mais en revanche, le peuple assemblé est parfaitement capable, disons, de savoir qui sont les bons architectes, qui sont les bons constructeurs et qui sont les bons généraux. Donc fondamentalement, je veux dire que la majeure partie de ce qu'on appelle malgré tout les techniques de la politique sont des techniques extrêmement grossières. Je crois que, disons, je dis toujours qu'on apprend l'exercice du pouvoir, ça s'apprend vraiment dans les récréations des cours d'école. Enfin, donc, il n'y a pas grand-chose de plus, disons, dans ce qu'on appelle vraiment la science politique. Par conséquent, je dirais que on peut assurer que, bien sûr, toutes les sciences demandent un travail extrêmement long, extrêmement compliqué. Que la science, disons, la science de ceux qui nous gouvernent, à mon avis, ne demande pas véritablement, disons, un savoir très élaboré. Questa signora, non so chi ha. Aspetti, non sentiamo. Pronto? Come definirebbe lei il popolo oggi? Che cosa può essere definito? Con quali parole il popolo oggi? Ce que j'ai essayé de dire justement, c'est que on ne peut pas définir le peuple, que le peuple justement n'est pas une espèce de sujet qui existerait avant, qui serait une référence positive. Le peuple, c'est vraiment, disons, une forme de... En gros, qu'est-ce que c'est que le peuple? Le peuple, c'est ce au nom de quoi une action collective est menée. Or, précisément, il y a plusieurs types de peuples. Et c'est ça, je crois, qui est important. Peut-être, c'est d'essayer de désubstantialiser le peuple, parce que sans ça, effectivement, on a toujours ces images. On a l'impression que le peuple, c'est une espèce de masse d'individus un peu grossiers. Alors, on dit bien sûr, ces gens-là pourront jamais gouverner. Mais non, un peuple politique, c'est pas la population. Un peuple politique, c'est pas des gens en chair et en os, quoi. D'une certaine façon, un peuple politique, c'est un résultat. Donc, par exemple, je disais tout à l'heure, le peuple du système représentatif, c'est quoi? C'est en même temps la population globale et en même temps, c'est le peuple qui décide le jour des élections de renoncer à son pouvoir, quoi. Un peuple démocratique, par exemple, sur une place occupée, c'est un peuple qui décide de gens qui décident d'agir en tant qu'égaux et de voir ce qu'on peut créer ensemble en tant qu'égaux. Voilà, je crois que fondamentalement, il y a plusieurs types, il n'y a pas une définition du peuple. Il y a effectivement des manières différentes de créer des peuples, c'est-à-dire de créer un sujet d'action collective. Et je sais que c'est difficile à admettre, mais je crois qu'il faut arriver à admettre que c'est pour ça que moi j'avais critiqué la notion de populisme, parce que la notion de populisme renvoie à l'idée que le peuple, comme ça existe. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Même nos politiciens disent populistes. Ils créent un peuple avec des mots, quoi. Ils créent un peuple, qui est fait de mots, qui est fait de phrases, quoi. Et qui n'a pas plus de réalité en un sens que l'espèce d'espace qu'il crée avec ces mots, quoi. Donc, voilà ce que je pourrais dire, disons, qui ne répondra pas à la question comment définir le peuple, mais qui peut-être expliquera pourquoi, justement, on ne peut pas définir le peuple, mais on doit essayer de penser, justement, à la définition en acte, définition en construction de peuples qui sont différents. Il y a quelqu'un là-bas.
Salve, buonasera. Lei ha delineato una concezione della società in cui l'aspetto finanziario e l'aspetto di mercato è abbastanza, diciamo, separato dalla vita pubblica e effettivamente quello che è la sfera pubblica della società. Quanto lei pensa che effettivamente noi non siamo già di fronte a una democrazia diretta che non sia proprio lo stesso mercato? Cioè quanto lei pensa giusta l'affermazione che lo stesso mercato sia una forma di democrazia diretta? Perché noi di fatto attraverso le nostre preferenze in parte eleggiamo, diciamo, i nostri gusti, quindi quanto lei pensa che questo possa essere una forma di democrazia diretta già esistente? Bon, d'abord, je n'ai pas du tout défini la démocratie à l'écart, disons, de la vie marchande. Bon, j'ai essayé, au contraire, de dire que, bon, finalement, la domination, bon, étatique, disons, et la domination économique, bon, marchent ensemble, quoi. Bon, donc, bon. Bon, on peut dire, si on veut, que bon, le marché, bon, si on peut dire, oui, c'est une forme de démocratie. C'est la forme de démocratie qui dit que, bon, si vous avez tant d'argent, bon, vous avez le choix entre tel et tel produit, quoi. Donc, bon, on peut dire que, si on veut, c'est une forme de démocratie qui est une forme de démocratie limitée. Mais c'est pas une forme de, disons, le marché, en gros, ça veut dire que, oui, bon, tous ceux qui ont les mêmes ressources, bon, ont les mêmes choix. Bon, cela dit, je crois qu'on peut entendre par démocratie quelque chose de plus fort, quoi. C'est ce que j'essaie de dire. La démocratie, c'est l'action collective des égaux en tant qu'égaux, quoi. C'est pas le fait qu'en tant qu'individu, bon, ben, si j'ai telle somme, je peux acheter le même produit que mon voisin, quoi. Il y avait une question encore. L'ultima. Una, poi... Forse è l'ultima. Posso fare un'ultima domanda? Sì, Ultima. Come fa a sapere che è l'ultima? Cioè, è fatale, è una domanda... Non, c'est lei mi dà il tempo. No, ma certo. Bonsoir, Monsieur Rancière, je vous remercie pour cette conférence. Je vous demande, parce que vous l'avez mentionné, les gilets jaunes. Oui. Donc, je vais vous poser, tous mes congénères étudiants italiens me posent cette question. Comment explique-t-on les gilets jaunes? Qu'est-ce que vous en pensez en France? Vous l'avez mentionné, et donc je voudrais vous demander, est-ce que vous les incluez dans cette forme d'occupation, bien que toutes les tentatives qui aient été faites après par les Gilets jaunes de s'unir, de définir une forme d'idéologie politique, aient été plus ou moins avortées? Est-ce que vous les incluez dans ces formes d'occupation et de reprise de cette démocratie dont vous avez parlé dans votre seconde partie? Oui, je crois que, bon, on peut dire à l'origine, disons, cette forme de l'occupation et un petit peu toutes les, on peut dire, les conceptions qui y sont liées ont été très présentes dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire, si on pense à la première phase, qui est la phase d'occupation des ronds-points, donc ces fameux ronds-points étaient en quelque sorte eux aussi transformés en des lieux de vie politique. C'est-à-dire que bon, les Gilets jaunes y installaient des petites baraques, qui installaient du matériel de propagande, y installaient, disons, éventuellement les moyens d'une discussion. Donc je crois que oui, le mouvement des Gilets jaunes a eu au départ cette singularité, effectivement, de traiter les ronds-points un peu comme les gens réunis sur les grandes places les avaient traités, quoi, comme des espaces où justement on changeait la destination d'un espace et aussi on créait une sorte de temps qui était hétérogène par rapport au temps de la domination. Ça, je pense que ça a été effectivement quelque chose de très très sensible. C'est ce qui a permis justement que ce qui n'aurait pu être que simplement une protestation contre une taxe sur l'essence deviennent en quelques semaines vraiment un mouvement de contestation un petit peu de l'inégalité sociale en général. Et ça, je crois que c'est vraiment cette espèce de logique en quelque sorte de création d'un espace et d'un temps propre qui a permis cette espèce de transformation très rapide, quoi. Et ce qui a été intéressant aussi justement dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que c'est un mouvement de gens qui sont censés être des Français moyens, plutôt conservateurs, éventuellement même plutôt réactionnaires, du moins c'est comme ça qu'on les voit, quoi. Et or ces gens
considérés être un petit peu comme des membres de ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Ces gens-là ont adopté d'emblée, au fond, des formes donc, qui sont celles, on peut dire, des jeunes étudiants quoi, de Madrid ou de New York ou de Paris, quoi, à savoir l'occupation, à savoir le refus absolu d'avoir des chefs, l'horizontalité déclarée, quoi. Bon, ça a été, je crois, le moment fort des Gilets jaunes. Après, ce qui s'est passé, c'est que, je peux dire que le gouvernement a fait évacuer les ronds-points, donc a interrompu cette espèce de dynamique, quoi. Le résultat, c'est que l'action des Gilets jaunes, c'est devenu essentiellement cette espèce de rendez-vous un petit peu, disons, rituel, tous les samedis, entre le pouvoir et puis les manifestants, quoi. Donc effectivement, ça en quelque sorte, je dirais, comme un peu bloqué cette dynamique autonome pour en faire une espèce de rapport de force où effectivement, de chaque côté, on s'équipe pour être un peu plus fort et frapper un peu plus fort le samedi suivant, quoi. Voilà, je crois. Mais je crois qu'au départ, oui, il y avait vraiment un aspect qui est quand même très, très semblable au mouvement d'occupation. Et c'est justement intéressant parce que c'est fait par, disons, des gens qui ne sont pas normalement ceux qu'on voit sur les places occupées, quoi. Basta, siamo d'accordo? Ah, c'è un'ultima domanda postuma, va bene. Buonasera, volevo solamente chiederle cosa possiamo fare di fronte a delle minoranze che magari vanno in contrasto con delle maggioranze. Io penso ad esempio alla situazione della Catalogna in Spagna. Cioè, proprio a quale popolo, utilizzando un termine che lei ha usato molto, dobbiamo dare ascolto? Cioè, magari alla minoranza va tutelata oppure va sacrificata per un bene maggiore, magari come quello del popolo spagnolo inteso più in generale? Grazie. Bello che hai detto, volevo solamente chiedere questo. Cioè. Bon, pour moi, disons, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution à ce qui se passe en Catalogne et en Espagne aujourd'hui. Mais bon, je pense que la question n'est pas simplement la question minorité-majorité, quoi. La question est de savoir finalement, encore une fois, comment un peuple se constitue, justement comme disons, peuple collectif d'égaux, quoi. Donc, voilà, la question, au fond, de savoir, dans chaque cas, au fond, ce qui est au premier plan, quoi, à savoir la constitution d'un peuple d'égaux ou la constitution d'un peuple défini comme, disons, appartenant à la même ethnie, appartenant à la même nation, appartenant au même territoire. Donc, je pense que, disons, c'est... Au sein du mouvement catalan, comme au sein de la population espagnole, il y a des conceptions, il y a finalement des conceptions différentes, même au sein de, disons qu'en Catalogne, disons, on peut penser le mouvement catalan comme fondamentalement un mouvement, disons, de gens qui essayent de défendre une démocratie vivante, quoi, ou bien on peut le considérer comme simplement, disons, des gens qui veulent une identité catalane, qui veulent qu'on parle catalan, qui veulent, finalement, en quelque sorte, être entre eux, quoi. Au fond, la question, je crois, c'est la question du type d'ouverture que constitue une communauté. Et ça, il n'y a pas de réponse, disons, a priori à une telle question. Donc, on va pas dire que la majorité est toujours meilleure ou que la minorité est toujours meilleure. Je veux dire que la question est de savoir quelle est, au fond, la puissance de liberté et d'égalité qui est portée par un groupe ou qu'un groupe est capable, finalement, de créer. No, non è un presidente, un presidente del Consiglio, non so chi dovrebbe decidere. Sì, forse una cosa che possiamo vedere è un po' l'apertura. Una cosa preoccupante di alcuni di questi movimenti è che tanto è un argomento banale. Sì, capisco. È che alcuni di questi movimenti non paiono contrassegnati dall'elemento di apertura. Per esempio si definiscono come popolo anche in un senso etnico, che quindi in sé non può prevedere l'elemento dell'allargamento, dell'inclusione in quello spazio pubblico. Una delle cose belle di Jacques Rancière è la riflessione sulle forme di allargamento dello spazio pubblico, ancora una volta di strappare spazio pubblico. Questi movimenti sembrano un po' praticare uno spazio pubblico, e questo è interessante, no? Interessante quando fa notare come anche movimenti che sembrano appartenere alla maggioranza silenziosa, conservatrice o bianca o profonda adottano forme dell'occupazione, per capirci, cioè
Però il nome e il fatto che queste forme si presentino in forma di apertura, di inclusione o viceversa di esclusione è molto importante. Il grande tema che noi abbiamo di fronte in tutte le società occidentali è l'atteggiamento verso lo straniero, qualunque cosa che è una grande emergenza, parola che detesto, come del resto detesto popolo e elite, per cui stasera ho fatto molta fatica a usare queste parole, cioè mi sembrano sempre parole un po', però è questo il grande tema, se abbiano forme di apertura questi movimenti, non per forza, non perché buonismo, non perché debbano accogliere, ma se hanno forme di apertura, c'è una società aperta, oppure sono popoli che tendono a manifestarsi soprattutto come elemento di identità e di chiusura. Questo è un conflitto mondiale, Jacques, e non credo abbiamo risposte. Io infatti non gliela faccio come domanda, povero, perché l'abbiamo già... non abbiamo soluzione, abbiamo solo campi di discussione. Sì. D'accordo? Sì. D'accordo. No, vabbè, questo per dire che vi ringraziamo tutti per aver partecipato a questo campo di discussione, ma soprattutto ringraziamo Jacques Rancière per la sua disponibilità. Però anche voi per le domande, perché erano veramente brevi e intelligenti. Grazie.